Bonjour Tatiana, eh bien voilà, comme toutes les semaines maintenant, une petite revue de presse de la presse russe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, il s'est passé tellement de choses, mon Dieu. Ouais, On va se mettre les temps un passent peu à une long, mais vitesse, bon, ça va être bien. c'est vrai. Parfois, quand tu regardes, tu dis, mon Dieu, c'était il y a que 2 jours. On a l'impression qu'en 2 ou 3 jours, Ça va des vite, années passent c'est incroyable. tellement ça va vite, c'est difficile à suivre. Voilà. Alors, est-ce que c'est grâce aux États-Unis, à Trump, ou est-ce que ça va vite à cause de ça? Non, je pense que ça allait toujours vite, mais aujourd'hui, comme on est plutôt concerné, je veux dire en Europe, on en parle plus. Mais il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais souvent on n'en parle pas. Il y a des gens pour qui, je veux dire, pareil, parfois la vie change tous les minutes, tous les secondes même, mais bon, on en Oui, parle parce que ça nous la- concerne. la presse européenne et devient complètement folle aux déclarations de M. Trump, souvent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, nous allons... Ça change, hein, parce que jusque-là, c'était des déclarations de M. Poutine. Là, c'est. Voilà. Maintenant, on a deux méchants. Deux méchants qui sont en plus entre eux méchants aussi. Donc, ouais, parce qu'il ne faut pas croire que Trump et Poutine sont devenus les meilleurs amis du monde. Non, c'est Non, c'est un mariage de carpe et de lapin quand même. Hein. Mais bon. Pour le moment, ils ont les intérêts communs. voilà. C'est ça. Bah, c'est ce qui compte. C'est comme ça qu'on peut faire la paix, hein. Voilà. Задание в Белгородской области. Ей было 35 лет, об этом Témoigne сообщает пресс-служба Первого канала. une jeune fille, une Анна journaliste. окончила РУДН по специальности. Voilà, une journaliste qui est mort sous le front. Voilà. Identifiée comme une journaliste, donc abattue en connaissance de cause. Et voilà, elle avait 32 ans, je crois. Voilà. Alors, tous les journalistes, tous les médias français qui mettent en avant de dire, voilà, en Russie, genre, voyez, il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes, Ah il oui, n'y a pas oui. de journalistes Mais femmes et tout. moi, je suis abonné à Reporters sans frontières Mm. et rien vu. Ouais. Absolument rien vu. Je n'ai D'ailleurs, pas cette vu semaine-là, de... il y avait d'autres victimes. Donc, dans la prochaine vidéo, tu vas voir. Donc, il y a d'autres victimes, d'autres journalistes. Donc, il y avait cette jeune fille qui était abattue par un drone. Et il y a une voiture, donc pareil, identifiée comme voiture de presse, où il y avait donc deux journalistes et les chauffeurs qui sont qui ont été morts aussi. tués. Et d'ailleurs, Kala Kalas a dit officiellement qu'il y a aucun journaliste mort russe sous le front. Voilà. Donc, Et franchement, là, ce qui est incroyable, c'est que c'est le travail de Reporters sans frontières, parce que Reporters sans frontières, comme son nom l'indique, devrait s'occuper des journalistes russes autant que les journalistes occidentaux. Et là, c'est Motus. C'est Motus depuis le début de la guerre. C'est incroyable quand même. ils doivent être considérés comme des propagandistes et pas des journalistes. Voilà. Là, Voilà. c'est deux autres journalistes et leur chauffeur qui étaient pareil abattus dans la même semaine. Voilà, le jeune homme. Et donc, mort la même semaine. Comme Ouais. si on a ouvert une chasse aux journalistes. Voilà. Ah, tu crois que c'est une chasse des Ukrainiens envers les journalistes? Pourquoi? Parce que les voitures sont identifiées, etc., etc. Oui, dans le cas de ce journaliste qu'on voit ici, ils étaient donc dans une voiture identifiée comme presse, Mhm. abattus voilà, donc, abattus par un Bon. drone qui voyait très bien qu'il tapait sur une voiture de presse, tout comme la jeune fille. Donc, je dis, ils étaient identifiés comme tels. Voilà. Donc, Ouais, c'est vrai que est-ce c'est que pas c'est une... pour faire réagir le Kremlin d'une façon un peu, je veux dire, excessive, ou est-ce que c'est pour faire que les journalistes ont peur et ne viennent pas sous le front? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça veut dire ils sont identifiés. Et c'est pas les premiers. Donc là, j'en parle de cela parce que c'était dans cette semaine-là, mais je veux dire, c'est très très fréquent. Donc il y a énormément de journalistes qui meurent Alors sous moi, le front. je dois dire que c'est pas une bonne idée de s'afficher avec le truc presse sur une bagnole. Ouais. Bon, moi, j'en ai fait l'expérience et je dois dire que c'est jamais une bonne idée. Il vaut mieux avoir une voiture tout à fait normale plutôt que finalement s'attirer les foudres d'un ennemi, d'hommes qui sont de l'autre côté qui se disent, ah,
des journalistes. On va on va les allumer. Ouais, moi, je crois que de toute façon, c'est pas une bonne idée. Mais Écoute, de bon, toute façon, enfin, quoi que tu fasses, ce qui est encore une fois, le déjà de problème, voir c'est que ces jeunes, je me rappelle très bien que il y a un an, un truc comme ça, je pense un an, il y a eu un journaliste français qui a été tué un an et demi, qui a été tué en Ukraine, et là, on a dit c'est un crime de guerre. Bon, oui. alors que là, bon, il n'y a rien, là. Donc là, on est à l'intérieur d'un sous-marin. À l'intérieur d'un sous-marin donc, qui vient d'être mis à l'eau, le nouveau sous-marin nucléaire Уважаемые russe. товарищи, добрый вечер. Et Рад вас donc, всех c'est un, приветствовать. on va dire, un T, on appelle ça comme ça, entre donc président Poutine et les gens qui travaillent justement sur ce sous-marin-là avant qu'il reparte dans la mer. Alors là, Et M. Poutine profite de cette, on va dire, de cet échange avec des journalistes pour passer quelques messages, on va dire, aux autres, là, aux gentils, comment dire, de notre camp, voilà, l'Occident. C'est alors, toujours ça. qu'est-ce qu'il a passé comme message? Ben, il a surtout, le message, à mon avis, celui qui est le plus cité, c'est ben, les élections en Ukraine. Enfin, je veux dire, comment faire pour rendre tout ce petit, on va dire, bazar un peu légitime? Parce que, comme elle dit, aujourd'hui, les présidents n'étant plus légitimes, les Rada, donc leur parlement n'est plus légitime, le juge qui prolonge tous les 3 mois, donc les situations de guerre n'est plus légitime. Bref, il dit, aujourd'hui, il n'y a plus une seule personne qui est légitime parce que toutes les personnes qui sont nommées aujourd'hui, je veux dire, tout ce qui est signé, il insiste sur le fait que tout ça, c'est pas légitime. Ce que nous mène aussi, on va dire, on sous-entendu que tout ce qui est donc été signé comme les accords, surtout avec les Britanniques, Ouais. sont pas légitimes puisqu'ils étaient signés par l'équipe en place qui n'est pas légitime. Mais ça, c'est mon interprétation, mais enfin, c'est toujours un peu en trame. Voilà. Et en parlant des élections, il dit que ben, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il dit, mais en tout cas, il est impossible aujourd'hui d'organiser les élections dans un pays dans lequel donc il y a plus d'opposition, tous les frontières sont fermées, les chaînes d'information, il y en a très peu, ils sont sous total contrôle donc de gouvernement, si on peut appeler ça comme ça, et tous les hommes, enfin je dis tous les hommes sont armés. Donc aujourd'hui, c'est de parler des élections justes et libres, c'est impossible. Donc, il a proposé d'organiser une espèce de, comment dire, gouvernance externe de ce pays avant de, on va dire, de le purifier. Voilà. Bien sûr, tout le monde crie déjà au scandale, ça va. Mais il a bien précisé que c'était la chose qui était déjà faite, notamment avec Yougoslavie, à l'époque où justement on a essayé de la démocratiser. Voilà. Donc, vous voyez, je veux dire, d'un côté, c'est bien, d'un autre côté, on va dire qu'on est scandalisé. Mais c'est un peu de ça dont il parle. Il parle aussi, ça va de soi, donc de fait que ben, la Russie a besoin de se défendre parce que il a besoin de se défendre et d'avoir une armée, on va dire, technologique forte parce qu'il y a très peu d'hommes et les frontières sont très, très grandes. Voilà. Donc, D'accord. Et alors, la réaction de la presse occidentale à cette proposition, elle est déterminée. Il y a pas de, il y a une réaction complètement. On dit non, non, c'est hystérique, pas possible. hystérique, voilà, hystérique. Voilà. Euh, c'est une proposition qui en Russie retient l'attention? Oui. Euh, non, je pense pas. Je ne pense pas parce que c'est vraiment quelque chose qui était adressé à l'extérieur. Les Russes, ils ont beaucoup plus la problématique d'arrêt de combat, d'arrêt de guerre, de dire quand est-ce qu'on va commencer à, on va guillemets, de vivre ensemble et comment est-ce qu'on va justement faire pour vivre ensemble. Voilà. Donc, on est beaucoup plus dans une, comment dire, dans une réflexion d'après-guerre, mais beaucoup plus pratique. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Euh, Euh, Trump n'a pas commenté, en fait, je crois pas. Je crois pas. encore. Mais de toute façon, Trump, l'Ukraine, je veux dire, tant qu'il peut toucher son argent, il s'en fiche pour le reste. Voilà. Et la guerre, je dis, aujourd'hui, le conflit de Trump, le plus important, c'est pas avec des Russes, c'est surtout avec, on va dire, la Grande-Bretagne et ses, comment dire, ses acolytes, l'Europe. Oui, Et ça commence à être de plus en plus visible aujourd'hui. Qui c'est qui dirige réellement, je veux dire, dans le monde européen? Macron en particulier aussi. Ouais, Macron, je veux dire, c'est le bras droit de l'Angleterre, enfin, de la Grande-Bretagne. On va Ouais. dire de la City. Donc la City, Ah, c'est une petite il essaye d'exister, dans le lui. Il essaye hein? d'exister. Il essaye d'exister.
Mais il n'y Bah, arrive elle fait pourquoi elle est payée. pas. Et Ouais, c'est vrai que, bon, il essaie d'exister. Enfin, tout simplement. non, mais il est pitoyable. Mm. Mais bon. Il est pitoyable, mais tout le monde le soutient. Donc, comme quoi, je veux dire, on est presque au ton, on va dire, c'est presque une, l'opposition française, elle ressemble un peu à la position à Zelensky, quoi. Tu dis, ou elle est inexistante, ou elle est tout achetée. Mais bon, non. C'est en Ukraine, donc c'est les publicités ukrainiennes. Donc, justement, pour motiver les jeunes hommes à d'aller, donc, on va dire, mourir sur le front, voilà. Donc, l'une d'elles, c'est l'expliquer que pour la somme d'argent que chaque Ukrainien pourrait donc toucher s'il va donc aller se bagarrer contre des méchants russes, pourront acheter, attention, 15 000 burgers. Alors, ils n'ont pas dit s'ils pouvaient acheter autre chose avec, mais voilà. Donc, non, ben, c'est pour motiver des jeunes, vous voyez, je veux dire, on met en avant le fait que vous pouvez acheter 15 000 burgers avec la somme d'argent qui vous sera donnée. Donc, si vous allez, donc, pendant un an, donc, si vous allez vous engager sur le front. Alors, il paraît que ça pose des problèmes sur les soldats qui sont déjà sur le front et qui disent, bah non, alors, on touche rien. Donc, comment ça se fait que les nouveaux qui vont arriver, ils vont toucher quelque chose, alors que nous, on est là déjà depuis je sais pas combien de mois et on n'a pas droit aux hamburgers. Surtout, Tatiana, que la chasse est ouverte hein, aux volontaires, entre guillemets. Voilà. Mais là On voit tout le aussi, temps, hein. On voit tout le temps la chasse aux volontaires en Украинцы в Ukraine, hein. комментариях. volontaire à l'étiquette de caisse, voilà. Donc, selon l'étiquette de caisse que vous avez, pour la somme d'argent donc que vous allez toucher, vous allez donc pouvoir vous enlever. Attends, combien voilà, j'ai plein d'hamburgers, donc il y a 15 000, voilà, 15 000 hamburgers. C'est non, mais c'est extrêmement pragmatique. Hein. Vous voyez l'étiquette de caisse, tout. Donc voilà, vous voyez, voilà l'étiquette de caisse. Si on prend donc la somme qu'on Donc, va vous vous voyez, donner, on peut. le Vous, menu d'hamburger, 15 000, quoi. Voilà. Toute votre vie, vous ne pouvez manger que ça, aïe, aïe. si vous êtes toujours vivant. Du coup, vous pouvez mourir, comment dire, d'autre chose. Vous avez le choix. Non, c'est ridicule. Et puis, il y a une autre pub, là, la suivante, qui est assez Et alors là, on est où? récente, voilà. Alors là, c'est toujours les mêmes, dans les mêmes séries de promotion Allez vous battre C'est en Ukraine? en Ukraine. Donc, c'est toujours une pub pour aller vous engager. Il y a donc trois jeunes filles à qui on pose la question combien un jeune homme doit donc gagner d'argent, sur quelle somme il faut compter pour qu'elle soit prête à sortir avec. Voilà. Donc c'est vraiment très rationnel. Voilà. Donc il y a trois jeunes filles et on dit voilà. Тому Alors десь chacune elle така fait son petit сума. calcul, tu vois ça. Ну, Ça 100-150, в принципі, добре, але думаю, 200 було б ще краще, тому так. voilà. Qu'ils disent voilà, Якщо c'est ти, cette як і somme-là я, qui ставиш собі parce que питання, là, а ça peut де être bien, заробити taкі si величезні... cette somme-là, c'est bien, s'il y en a plus, c'est encore mieux. Et là, donc, elle me dit, voilà, donc, vous avez un contrat, là, pour, comment elle a dit, je ne sais pas de moi, voilà, vous touchez 1 million de grivines et vous pouvez donc sortir avec les jeunes filles. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Non, mais je dis, c'est extrêmement étonnant les motivations qu'on donne aux jeunes gens pour qu'ils s'engagent. Ça me fait penser à Gabriel Attal, qui, quand il fallait faire de la publicité pour l'Europe, il a expliqué, voilà, donc il y a les préservatifs, il y a les écouteurs, voilà, l'Europe, c'est ça. Tu dis, non, mais les mecs, ils vivent complètement en dehors Ah, c'est de la vie réelle, quoi. Voilà. Donc, con. c'est les ministères de défense ukrainien qui donc sort ce genre de publicité. Intéressant parce que dans ce journal-là, donc on parle de dessous. Donc, les jeunes hommes l'expliquent que ben, c'est très drôle de voir les 850 milliards que donc l'Europe va absolument trouver à tout prix. Ça correspond exactement à la somme de 300 milliards donc des avoirs russes, Wow. plus les 105 milliards que normalement, on a dit que la Russie devait payer comme compensation, donc, une fois qu'il aura perdu. Et voilà. Donc, ils disent, comme dit la personne, quelque chose nous dit que même s'ils ne les ont pas déjà claqués, mais étant sûrs qu'ils auront cet argent-là, peut-être qu'ils ont déjà pris des emprunts en échange de cet argent-là. Ce qui fait Ah oui, qu'aujourd'hui, voilà, donc c'est les médias russes qui disent, je dis, aujourd'hui, on est plus que convaincus que dans tout ce remue-ménage, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas le rendre. Ils sont dans une situation où si aujourd'hui il n'y a plus de sanctions, il faut rendre l'argent. Et cet argent-là, ou il est déjà bloqué quelque part, ou il est dépensé, ou il est déjà découpé. oui. Donc, voilà.
Donc ils disent, mais ils sont en train de réfléchir comment faire. Et voilà. Aujourd'hui, Kala Kalas, avec un énorme effort, donc elle a commencé à 850, ils ont passé à 40, et là, je crois qu'ils sont arrivés à 5, et même les 5, ils ne savent pas où le trouver. Mais les problématiques est là. Je dis, les problématiques d'arrêt de sanctions, c'est de rendre l'argent. Et cet argent-là, est-ce qu'il existe? Et sous quelle forme? Voilà. Donc, on a parlé surtout de cette affaire-là et en disant que c'est très curieux comme aujourd'hui Kalakala se met de plus en plus en premier plan par rapport aux Ursula. D'ailleurs, on dirait vraiment les sœurs jumelles, les mêmes vestes, les mêmes couleurs, enfin, etc. Comme si, je veux dire, on a mis quelqu'un sous le bouton que s'il faudra faire sauter quelqu'un, on fera plutôt sauter Kala parce que l'autre, comment dire, il est plus à l'ombre. Mais voilà, les Russes, justement, ils sont en train d'expliquer. De toute façon, on sait très bien que cet argent-là, on va jamais le récupérer, mais il faut quand même, voilà, il faut quand même Pour les Russes, il n'y a aucun espoir de trouver une récupération. façon d'avoir une compensation en échange. Voilà. Mais d'ailleurs, Macron, et personne ne l'a remarqué je dirais, dans les médias en Occident, quand il était à la Maison-Blanche, donc il a bien dit que l'argent, donc les avoirs russes, et c'est très bien que ça appartient aux Russes, mais si au moment de négociation, les Russes, il aura bien leur donné, ben, ça pourrait être sympa. Et là, tu dis, mais enfin, effectivement, c'est important pour les Européens de participer dans ces négociations-là parce qu'il y a toujours ce problème d'argent. Oui, oui. D'argent que plus que certains déjà claqué. En tout cas, c'est la version de russe. Продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта. Очевидно, наперекор российско-американским консультантам. Участники так называемого саммита коалиции желающих решили, что антироссийские Commission санкции mignon. нужно не снимать, а наоборот уже... Tu réagis peut-être à bâtir une paix solide pour l'Ukraine et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Ah, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Si tu veux bâtir une paix, ben, commence déjà à parler d'une paix. Commence déjà à négocier. Voilà, mais surtout quand tu dans un monde dans lequel tu fabriques énormément d'armes, à un moment donné, tu as besoin de les écouler, quoi. Les Allemands, ils ont débloqué en dehors de tout leur, comment dire, droit constitutionnel, ils sont en train de débloquer 500 milliards donc pour l'armée, mais pour leur armée. Oui, Donc, quand tu commences à avoir des pays qui commencent à plutôt dire il faut que nous, on se arme en mettant l'Europe à l'extérieur, tu dis, bon, là, je pense qu'on est une seconde avant l'explosion. c'est au contraire les Français qui, eux, pompent 2 milliards d'euros sur le budget de l'armée française. Oui, mais ça, 2 je veux dire, milliards d'euros que machin là, que Macron a donné à Zelensky, euh, ils sont pompés sur le budget de l'armée française. mais attendez, Macron, je vous dis encore une fois, c'est les bras droits de la Grande-Bretagne. Donc, a priori, c'est juste une façon, on va dire, de soutenir nos éternels amis ennemis, comme on dit. Voilà. Les Allemands, ils sont beaucoup plus pragmatiques, donc ils se disent, non, il faut qu'on pense à notre armée à nous. Et je pense aussi que les meilleurs amis du monde, encore une fois, peut-être un jour, vous savez, on va se retrouver comme d'habitude, dans un petit espace avec très peu de ressources, avec des gens qui s'adorent tellement qu'ils parlent des langues, je veux dire, extrêmement, je veux dire, différents, alors qu'ils vivent vraiment côte à côte. La probabilité que, je veux dire, prochainement, ça peut exploser entre la France et l'Allemagne, il est assez forte. Donc, voilà. En tout cas, l'Europe, là, aujourd'hui, elle est je veux dire, un demi-pas de l'explosion. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent tous les Russes. Là. On va dire, tous les géopolitiques russes aujourd'hui, ils ne disent pas que l'Europe va ou pas imploser, et ils disent quand. Voilà. Ils sont pas d'accord sur les dates. Enfin, en tout cas, a priori, ils pensent que c'est plutôt en 2025, mais il y en a qui disent en printemps, il y en a qui disent en automne, il y en a qui disent peut-être qu'à la fin de l'année. Mais voilà. On n'est surtout pas d'accord sur le date, mais tout le monde sont d'accord sur le fait que ça va Le imploser. fait que l'Europe va exploser. Et que peut-être pour ça qu'on met en avant des personnes, on va dire, éjectables facilement, lesquelles vont peut-être payer les pots cassés, et toutes les personnes importantes, plus en plus, on les enlève. On Pardon. continue, voilà, c'est un peu la suite des échanges et des accords entre Trump et Poutine. On continue gentiment à taper sur l'infrastructure énergétique russe. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous annonce, la jeune fille, en disant, voilà, malgré ces annonces, malgré ces, comment dire, accords, une station gazière à Sudzha, donc, sur laquelle on a tiré. Alors, ce qui est intéressant, si tu peux faire un arrêt sur l'image,
Là, donc, on dit que tous les tirs aujourd'hui sur l'infrastructure énergétique russe sont faits avec les satellites français. Il n'y a plus les satellites américains. Donc là, on dit qu'on a quand même des preuves comme quoi ça passe par les satellites français et que l'ordre et le choix de sur quoi on va tirer vient de la Grande-Bretagne. Voilà. Comme D'accord. quoi, je veux dire, on peut toujours dire tout ce qu'on veut. La France et la Grande-Bretagne sont quand même sacrément impliquées dans cette guerre. Et c'est pas la première fois, donc les derniers tirs, je crois, qui étaient hier ou avant-hier, je me rappelle plus sur quoi, c'était la même chose. Donc on dit, c'est fait toujours avec les satellites français et avec des ordres et des armes euh, Oui, il y a eu des tirs également sur anglais. les aéroports russes, je crois. Voilà. Ben, c'est aujourd'hui donc tous les tirs qui sont faits, en tout cas sur le territoire russe et l'infrastructure de russe, c'est donc avec les satellites français. Malgré le fait que Trump et Poutine ont changé, donc signé un accord, comment dire, l'Europe et l'Ukraine Ah, ne ouais, tiennent pas. l'Europe, Donc c'est je plus pense ça. que l'accord sur la mer Noire, ce sera la même chose, quoi. Mm. Je pense que ça tiendra pas. Tatiana, est-ce que tu crois que si la guerre s'arrête, est-ce que tu crois que la Russie et l'Europe vont pouvoir se réconcilier? Je pense que l'Europe n'aura pas le choix. Tu sais, comme j'ai dit souvent d'ailleurs, justement sur ma chaîne, euh, l'Europe aujourd'hui, elle a plus rien. Elle a plus d'argent, elle a plus de ressources, elle a plus d'industrie, rien. À un moment donné, elle aura besoin d'avoir, comment dire, un grand frère qui pourra prendre soin d'elle. Et les États-Unis aujourd'hui, voilà, de la de l'as. Donc forcément, l'Europe n'aura pas le choix que de rentrer dans les zones d'influence russe, quoi. Elle n'aura pas le choix. Rien que pour renouveler sa dette, si on peut dire cyniquement parlant, Oui. donc, on peut toujours devenir, on va dire, on peut toujours rester frustré, on peut toujours détester la Russie, on peut toujours rêver d'une prochaine revanche, mais l'Europe n'aura pas de choix. Au du gaz, par exemple, on voit très bien que l'Europe se rapproche de la Syrie, non pas pour faire ami-ami avec les Syriens, mais pour que le pipe qui part aurait dû partir déjà avant la guerre du Qatar et qui arrive en Turquie et ensuite qui arrive en Europe soit ouvert. Hmm. Donc, évidemment, Ils peuvent toujours l'Europe le faire, mais aura peut-être moins besoin du gaz russe. Mais c'est une zone d'explosion absolument terrible et ça demande beaucoup d'investissement, donc de faire des travaux dans cette zone-là pour les gens qui n'ont déjà pas d'argent pour investir dans ce genre de travaux. En tout cas, les Européens n'ont pas d'argent pour investir, les autres, ils ne vont pas le faire. Et surtout dans une zone qui est extrêmement, extrêmement explosive. Euh, en tout cas, moi, j'écoute pas mal donc justement des chaînes, en tout cas russes, qui parlent de ce problème-là et ils disent non, 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 je veux dire, c'est même pas en rêve, quoi. Jamais, jamais. Ils auront ni de l'argent, ni les moyens, ni, je veux dire, de risque d'investissement dans ce programme-là. Donc, c'est beaucoup trop explosif, en tout cas aujourd'hui. Et pourquoi d'investir énormément d'argent là-dessus alors qu'il y a déjà des tuyaux qui sont prêts à l'emploi? Une fois qu'on aura effectivement en Europe des gens au pouvoir qui pensent au bien de leur pays, ils vont, les gens, on va dire, des gens sensés, voilà. On n'a pas tellement, on n'en a pas beaucoup, on a, disons, presque quasiment, on va dire pas. Mais si un jour on arrive à mettre en place au gouvernement donc européen des gens sensés qui pensent au bien de leur pays, forcément ils vont retourner vers la Russie, parce que la Russie, c'est ce qui a fait toujours la richesse de l'Europe depuis des siècles et des siècles, c'est comme ça. Donc, le problème, c'est que les gens sensés, il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, ça, c'est un anniversaire, si j'ai bien compris. un an de l'incendie de l'acte donc terroriste à Crocus City. Voilà, ça fait un an déjà. Donc on revient dessus. C'était un grand attentat. Donc, quand on avait Bataclan, donc c'est vrai que le pays était pas mal traumatisé. Et là, donc on a un an d'attentat donc dans la salle de spectacle. On garde encore tous des images dans notre esprit et donc on revient dessus. Et pareil, c'était assez affligeant de voir les réactions de l'Occident donc par rapport à cet attentat dans lequel les compassions elles étaient extrêmement, je veux dire, à l'extérieur parce que même si on donnait un tout petit mot, c'était
Et voilà, on parle beaucoup plus de mauvaise, soi-disant, d'organisation de ceci et de cela, et de dire, vous voyez bien, je veux dire, ah, le Poutine, dans son pays, tout ne va pas si bien que ça, mais bon. Там, где взрывы rастут, Si vous как comprenez из les дыма paroles, vous pleurez цвет. direct. Je veux dire, moi, Ouais. tu me donnes 3 secondes, je pleure hein, en écoutant. Voilà, cette chanson-là. Et c'est une chanson sur les animaux qui vivent sous le front, sous les chats. Voilà, les chats. Donc, il y a énormément de chats donc, qui sont donc, sous le front avec des soldats. Et, euh, et c'est extrêmement, on va dire, enfin, on- il est prouvé que les chats, en tout cas sous le front, ils sont très apaisants. Ils permettent aux soldats de se recontacter avec la vie, on va dire. Avec la nature. Il y Ouais. avait même ils ont même essayé avec des jeunes délinquants qui Mhm. étaient en prison, pas en prison, mais dans les camps, on va dire, de rééducation, de leur donner à chacun un petit chaton pour justement ils vivent avec, qu'ils apprennent à s'occuper de ce petit chaton. Donc, c'était très mignon. Donc, ils sont chaque matin donc à l'appel avec chacun leur petit chaton. Voilà. Donc, donc les chats, les soldats même, ils disent que pour eux, c'est indispensable. C'est quand on sort le soir de combat, quand on se pose et quand vous avez un chat qui vient ronronner sur vous, c'est indispensable. Voilà. Donc, c'est les chats sous le front. Il y a des chiens mais qui travaillent, mais les chats, donc sous le front, c'est chaque régiment a un chat ou voire plusieurs parce que voilà, ça, ils disent que pour l'équilibre mental, c'est indispensable. Voilà. Все прочь, он в разведке живет. Рыжик хитрый село по тропинке бежит. Кто хозяин его угадался. Non, écoute, tu sais quoi? Non, mais je pense que c'est pas une chaîne russe. Je pense que c'est une chaîne bélarusse. Ah oui, oui, c'est la chaîne Bélarus en question. Oui, Voilà, oui. donc là, on passe dans les informations. Donc, on a une partie directe. Donc, c'est des annonces, on va dire. Une jeune fille, donc une Bélarusse, qui est donc partie en cosmos, la première jeune fille bélarusse, donc qui vient de partir. Dans l'ISS, dans la Station spatiale internationale, Oui, je crois. Voilà. Donc, je crois. avec tout le monde en fait. Là, c'est une réunion de Français, d'Américains, De euh, tout ça. de Voilà, tout donc le on la monde. voit ici. Voilà, Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Américains, notamment donc Elon Musk, ils ont donc un grand intérêt justement dans l'échange, tout ce qui concerne le cosmos, et ils pensent même que les Russes, ils peuvent amener donc dans leur rêve d'aller sur Mars, donc ils peuvent collaborer parce que donc il y a comment dire, des intérêts en commun, mais surtout s'ils mettent ensemble leur technique. leur connaissance, voilà, donc ce sera plus simple. Mais la Russie, c'est un pays extrêmement sympathique, voilà. Comment dire, ça me fait penser un peu à les maisons dans la prairie, mais sans les méchants, tu vois. Ah oui, C'est des gens qui vivent avec des valeurs de terre, de, enfin, de l'humain, je sais pas, des tracteurs, enfin bref. Ils font des concours, des concours annuels pour couper les bûches, là, vous savez. Lequel va couper plus rapidement. Enfin, tu vois, c'est des gens. Il y a une espèce de mélange d'un côté, donc ils développent leur industrie, leur connaissance, mais en même temps, ils vivent vraiment la terre pour les Bélarusses, c'est extrêmement importante. D'ailleurs, Lukashenko qui vient d'être réélu, donc il a changé tout son gouvernement, il a mis que des jeunes parce qu'il faut penser à changer tout ça. Et avant, donc, elle est nommée sur ce poste, elle a passé je ne sais pas combien de mois de les traîner dans le pays pour le mettre les mains dans la terre et dit je veux qu'ils touchent ce qu'ils défendent, je veux qu'ils connaissent la terre, je veux qu'ils connaissent tout ça parce que je veux dire, nous, c'est surtout ça. Notre pays, c'est la terre, c'est quand même un pays, donc l'agriculture est très forte, mais tout ce qui va autour, ils font des excellents tracteurs, par exemple, tu vois. ah oui, non. Et, et développe. Moi, ma maman, elle a une télé que j'ai achetée quand je suis allée en Russie donc la dernière fois, qui est entièrement bélarusse. Voilà. Ah oui. 100% faite par la Bélarussie. Donc, vous voyez, ils développent vraiment, vraiment leur industrie. Et d'ailleurs, justement, ces deux pays satellites, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que si demain le monde s'écroule, eux, les deux,
dans leur, on va dire, ils peuvent vivre en totale autarcie. Peut-être que moins bien, mais aujourd'hui, en tout cas, la Biélorussie, elle peut vivre en totale autarcie. La Russie aussi. Ensemble, donc, finalement, ils mettent leurs liens en commun et ils disent, c'est l'union qui fait force, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux sanctions, justement, ils ont su développer donc leur souveraineté, en tout cas économique, et d'une façon absolument formidable. Ouais, Tatiana, qu'est-ce qui se passe là? On remet une croix orthodoxe, donc les soldats russes. Voilà. C'était donc une croix qui était dans l'endroit, à la frontière entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, c'est toujours territoire russe, mais juste à la frontière, les frontières que le Russe Ah, donc va ouais. récupérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez étonnant comme l'Église orthodoxe russe est persécutée. Mais elle est persécutée donc quand les soldats ukrainiens sont donc sous le territoire russe, là c'est complètement, je veux dire, c'est les crimes de guerre totale. Mais même à l'intérieur du pays, donc tout est fait pour que les deux églises soient rompues. Il y avait même un décret présidentiel comme quoi donc Noël n'allait plus être fêté à la mode orthodoxe russe, mais à la mode catholique. Comme quoi, voilà, on est donc occidental, européen, civilisé, et donc on fête Noël à une autre date. Et c'est même interdit, donc les gens qui essayent de les fêter à l'ancienne date orthodoxe peuvent être persécutés. C'est quand même assez ahurissant, mais voilà. Il y a énormément de mariages même qui sont faits entre les Ukrainiens et les Russes. Il y a énormément de familles qui sont liées. Il y a des liens. Je veux dire, c'est même pas les peuples frères, c'est le même peuple. Donc, Et d'ailleurs, je veux et dire, comme l'Ukraine, dans toute guerre civile, il y a des drames épouvantables, non, évidemment. c'est pour ça aussi la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, elle est, comment dire, elle est menée avec les pincettes, même si on nous explique le contraire en Occident. Mais si on compare avec d'autres guerres, il y a très peu de civils morts. Enfin, je dis du côté ukrainien. Les Russes, ils mènent une guerre avec une population avec laquelle ils pensent de vivre par la suite. Donc, c'est vraiment pas évident. Tandis que du côté ukrainien, je veux dire, ils comptent sur une rupture totale. Donc, on ne joue pas avec les mêmes armes. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu connais ça, le Gagaouzi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ben, je connaissais pas non plus, voilà. Donc, au début, je me suis dit même, c'est pas possible, c'est quoi cette chose? Ben, c'est une région, donc une région en Moldavie. Voilà, donc on connaît beaucoup, on parle beaucoup de Transnistrie, mais il y a aussi donc la Gagaouzie, qui se trouve juste, on va dire, il y a la Moldavie et à la frontière avec l'Ukraïne, mais vraiment le petit, comment dire, un petit appendicite qui mène vers la mer Noire. Donc, il y a la responsable de cette région, donc c'est une jeune fille qui est mise en prison aujourd'hui, voilà, par Maya Sandu. Donc, elle est allée à l'aéroport. Donc, c'est une opposante, on va dire, voilà. Et il y a pas mal de gens en Moldavie qui la soutiennent en prévision des prochaines élections. Donc, cette jeune fille était arrêtée à Élections présidentielles l'aéroport. ou des élections, sont des élections présidentielles ou des élections législatives? Oui, législative. Et donc, elle a énormément. Disons elle est dans une religion, dans une région qui est pro-russe. Donc, forcément, voilà. Et il est juste à la frontière avec. Je trouve qu'il y a deux territoires qui sont à la frontière avec l'Ukraine. Donc, il y a la Transnistrie, il y a donc de Gagaouzie. Bon, tu sais, en Moldavie aujourd'hui, enfin, il y a Maya Sandu, là, les derniers mois, elle a suspendu 16 chaînes télévisées. On va dire, chaîne. Non, on en a une, donc on essaie de, on va dire, Combien? déjà, on n'est Sept pas chaînes content. de Il y a télévision? sept chaînes officielles donc, qui étaient arrêtées. Donc, elle est, on va dire, totalement, je dis, cette jeune présidente, on va dire, elle a peur de strictement de rien. Alors, donc, on a les manifestations en Moldavie contre l'arrêt de cette jeune fille. Je suppose que personne n'en a entendu parler. Non. Voilà. Et Maya Sandu, rien ne l'arrête. C'est une vraie démocratique. Voilà, comme on dit. Déjà, je dis, ces élections à elle, c'était quand même limite. Mais bon, en prévision de fait qu'a priori, les mécontentements contre elle aujourd'hui dans le pays montent plus en plus. Elle essaie d'enlever petit à petit toutes les personnes qui peuvent présenter pour elle un danger. Voilà. Donc, cette jeune fille, y compris. Donc, c'est un petit peu comme en Roumanie, c'est la même chose. C'est deux pays qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Donc, il faut surtout pas que le gouvernement, on va dire, je parle même pas de gouvernement pro-russe, mais en tout cas, les gouvernements non pro-otaniens se mettent en place. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on va donc établir la paix enfin en Ukraine, hein, si on ne met pas les armées de l'OTAN dedans? Enfin, pardon, pas l'OTAN, on dit les armées de la bonne volonté. Voilà. Bonne volonté de l'OTAN.
Mettons-en un peu de bonne volonté dans une guerre, s'il vous plaît. Alors, Bref. quoi retenir de cette semaine? Qu'est-ce que tu retiens de principal? Le principal pour moi, ce sera le vu de comment est-ce que l'Europe aujourd'hui, aux yeux de Russes, se présente. Ça, il y a 3 ans, l'Europe, elle faisait encore rêver. Il y a beaucoup de gens qui disaient non, bah, écoutez, on peut trouver un compromis avec eux. Vous voyez. Les gens ne voulaient pas croire dans le fait que l'Europe nous ment, nous trahit, enfin, qu'il n'est pas très gentil avec. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe est âgée de telle sorte que ça crève les yeux, quoi. Et ça joue énormément, énormément, on va dire, dans une politique pro-poutinienne, on va dire. Voilà, il y a plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Donc, ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ça montre non seulement aux Russes, au monde entier, quoi. Voilà, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit, l'Occident collectif, ça reste une toute petite partie, duquel en plus un gros morceau se décolle. Donc, je parle des États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est un rat qui est mis, un rat, donc un animal qui est mis dans un coin et qui est en train de donc, courir dans tous les sens et faire beaucoup de misère parce qu'il sent qu'il est à fin de vie. Donc Est-ce aujourd'hui, voilà, quand tu vois tout ce qui se passe dans tous ces pays-là pré-frontières, donc que ce soit la Serbie, que ce soit la Hongrie, que ce soit, on n'en parle pas, mais les gens sont, même en Pologne, il y a énormément de manifestations, quoi. Et on parle même pas de République baltes, parce qu'il y a une énorme opposition d'ailleurs aussi à tout ce qui se passe. Donc il y a énormément de blogueurs qui parlent mais même, qu'est-ce qu'on sait on n'entend que parler des hommes politiques de ces pays-là. On n'en parle jamais de la population. Jamais. On ne sait pas ce qu'ils veulent réellement. Tout comme les Ukrainiens, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et il y a énormément d'Ukrainiens aujourd'hui qui attendent l'armée rouge, qui se planquent et qui l'attendent. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens, l'autorité ukrainienne, ils sont obligés même, ils ont sorti une nouvelle loi qui autorise maintenant donc la police tirer sur des gens au premier coup. Donc il y a même plus de, enfin, ils ont sorti une loi où ils ont le droit de tirer sur même sur les handicapés, les femmes et les vieillards, comme on dit, parce qu'ils ont peur, ils vivent dans une peur terrible de population qui se lève. Et il y a effectivement un mécontentement terrible. La déliquescence, on va dire, intellectuelle européenne est absolument étonnante, quoi. Étonnante. Voilà. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Je vais faire ma petite prévoyance. Qu'est-ce qui va nous arriver le pire? Ben, disons qu'on sera obligé de nous sevrer de cette consommation énorme. Pour combler le manque de consommation, ben, on sera peut-être obligé de lire ou de créer des trucs ou hein, de faire pousser nos propres tomates. Voilà. Non, je veux dire, le moment de sevrage, ça va être difficile, mais je veux dire, normalement, je veux dire, le travail qu'on va faire va être difficile, mais il va être, on va dire, plutôt salutaire. Ça va être le retour à la Terre. Hein? Ça va Mais il être n'y le aura pas de retour à guerre. la Terre. Voilà. On sera obligé de retourner vers la terre, vers des vraies valeurs, quoi. On sera obligé de communiquer entre nous. Ah, Les mon Dieu, enfants, quelle ils seront horreur. peut-être obligés d'apprendre des vrais trucs à l'école, quoi. On sera obligé d'apprendre à réfléchir parce que pour relever un pays, il faut avoir des gens qui savent réfléchir, quoi. Et là, aujourd'hui, on a quand même toute une génération je suis désolé d'utiliser ce terme, mais comment dire, de débillus minus. Et ça, On a vraiment un problème de société. voilà. Mais bon, écoute, c'est pour ça que je dis, on a besoin d'une gouvernance externe. Tatiana, merci beaucoup pour cette revue de presse hebdomadaire. Et puis alors, je recommande très chaudement ta chaîne où on peut, alors, comme nous le montrons aujourd'hui, s'instruire, mais aussi se marrer. Vraiment. Oui. Oui. Le rire, il est indispensable. Dans les années 90, en Russie, on disait, si on ne rit pas, on a trop peur. Le rire, c'est le meilleur, on va dire, moyen de survie dans une situation de crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Même si, parfois, les situations n'y pas vraiment, mais bon, voilà. Vaut mieux d'en rire que d'en pleurer, comme on dit. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à toi, Philippe.